Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au règne oublié de Frédéric VIII de Danemark. Bien qu'il n'a duré que 6 ans, ce fut l'une des époques les plus marquantes et innovantes de l'histoire du Danemark. Au cours du long règne de son père, il est largement exclu de l'influence et du pouvoir politique. Après la mort de son père en 1906, il monte sur le trône à l'âge de 62 ans. Il était un esprit libéral et contrairement à son père, Frédéric VIII était un partisan du changement de système. Vous voulez en savoir plus sur Frédéric VIII? Venez avec moi. Les Danois ne furent pas longs à trouver un sobriquet à leur nouveau souverain. Pour eux, Frédéric VIII serait tout simplement... Est-ce que vous avez deviné? Il s'appellerait Freddy. Le roi avait déjà 63 ans lorsqu'il monte en janvier 1906 sur le trône de Danemark, en succession à son père Christian IX, qui avait régné près d'un demi-siècle. Réputé pour son caractère conciliant, il fut un monarque beaucoup moins conservateur que son père et s'efforce d'entretenir de bonnes relations avec les puissances européennes et surtout le voisin allemand. Il avait dès sa jeunesse fréquenté la cour impériale de Berlin, se voyant même confier en 1902 un titre militaire honorifique dans l'armée prussienne du Kaiser Guillaume II, qui l'avait nommé à la tête du 2e régiment de hussards de Hesse, stationné à Kassel, dont était originaire sa mère Louise, princesse de Hesse-Kassel, elle-même fille de Louise Caroline, qui portait le titre de landgrave de Hesse-Kassel. Quelques mois à peine après son accession au trône, Frédéric VIII se rend donc dans la capitale du Reich en visite officielle pour témoigner de sa sympathie envers l'Allemagne. Quoi de mieux que s'attirer les bonnes grâces du Kaiser que venir en personne pour lui rendre une visite. Ce geste pourtant fait grincer quelques dents au Danemark, où l'on n'avait pas oublié la perte du Schleswig-Holstein à la suite de la guerre des duchés en 1864. Mais 40 ans s'étaient écoulés et la majorité de la population danoise adhérant à la maxime selon laquelle ce qui est perdu à l'extérieur doit être rattrapé à l'intérieur se consacrait au développement de l'économie ainsi qu'à la mise en valeur de nouveaux territoires. La mémoire des Danois est rapidement effacée de la perte et de l'humiliation que Bismarck leur avait fait subir. Comme vous le savez certainement, toutes les monarchies à l'époque étaient plus ou moins apparentées. Frédéric VIII n'échappe pas à la règle, il était apparenté à la quasi-totalité des monarques européens. Son frère Guillaume était monté en 1863 sur le trône de Grèce sous le nom de Georges Ier. Sa sœur, Alexandra, avait épousé la même année le prince de Galles, le futur roi Édouard VII d'Angleterre. Tandis qu'une autre de ses sœurs, Dagmar, ayant épousé en 1866 le tsarevitch Alexandre Romanov, était appelée un jour à être impératrice de Russie. De l'union de Frédéric VIII avec la princesse Louise de Suède et de Norvège, naît 8 enfants. Le deuxième fils du couple, Charles, devient en 1905 le premier roi de la Norvège indépendante sous le nom de Haakon VII. C'est ainsi que le château de Glücksburg, fief des ducs de Schleswig-Holstein, règne sur le Danemark depuis 1863 et reçut le nom de berceau des monarchies européennes. Le successeur de Frédéric VIII, mort en 1912, fut son fils aîné Christian X. Le règne de Frédéric VIII fut moins marqué par sa personnalité que par l'évolution politique, économique, culturelle et scientifique d'une époque, comme vous le savez certainement, aussi trouble qu'innovatrice dans tous ses domaines. Pour bien qu'on saisisse la situation intérieure prévalant dans le Danemark de 1906, un bref retour en arrière est indispensable. La défaite contre la Prusse en 1864 fut suivie d'un sursaut conservateur. En juillet 1866, un amendement à la Constitution accorde aux riches contribuables et aux propriétaires terriens certains privilèges aux élections de la Chambre haute, le Langsting, dont 12 des 66 membres étaient nommés par le roi.
Les décennies suivantes virent se cristalliser l'opposition entre conservateurs et libéraux. Les premiers, appelés Orge, un terme regroupant les conservateurs indépendants et la droite, possédaient une majorité assurée au Landstag, ce qui permet au roi Christian IX de nommer plusieurs gouvernements jouissant d'une bonne stabilité, en raison de la prééminence de la chambre haute au sein du Parlement. La chambre basse étant quant à elle dominée par les députés de la gauche libérale, qui s'appuient tout d'abord sur les paysanneries, puis sur une partie des travailleurs de l'industrie. Ils deviennent en 1872 la première force politique du pays, bien que fragilisés par des dissensions internes entre modérés et réformateurs. La cuisante défaite essuyée par la droite en 1901 face aux réformateurs pousse le roi à nommer un cabinet libéral jouissant du soutien du Parlement. Cette alternance institue une tradition. Le gouvernement est formé en fonction de la majorité siégeant au Volkstheim et non au Landstag. Comme je vous ai dit, l'époque fut également novatrice dans les sciences. Le célèbre physicien danois Niels Bohr élabore en 1913 sa théorie sur la structure de l'atome en appliquant l'hypothèse des quanta de Planck et Einstein au modèle de Rutherford-Bohr, reçu en 1922 le prix Nobel de physique. Les réformateurs eurent la majorité absolue au Volkstheim jusqu'en 1906, à la suite de la scission en 1905 du Parti socio-libéral. 4 partis dominent donc la vie politique. Aucun ne pouvait se prévaloir de détenir la majorité absolue. Aussi le compromis fut-il le mot-clé du gouvernement successif. Ceux-ci mirent en œuvre une série de réformes dont la principale fut l'instauration d'un impôt progressif sur le revenu. L'enseignement fut modernisé avec la création de l'école pour tous, tandis que sur le marché du travail était instauré le système de la convention collective. Le principe de l'assurance chômage et de son financement par l'État fut également institué à cette époque. Tout cela vous rappelle notre époque. Un autre projet défendu bec et ongle par les partis de gauche reste toutefois lettre morte, du fait de la résistance massive que lui opposent les conservateurs. Il s'agissait d'instituer le suffrage universel mixte et de promulguer une nouvelle constitution tenant compte des transformations sociales du royaume. L'arrivée de plus en plus massive des femmes sur le marché du travail favorise leur émancipation, la remise en question du modèle traditionnel. Les femmes obtiennent certes le droit de vote, réservé aux plus de 25 ans payant des impôts, aux élections communales en 1908, mais pas aux élections du Volksting ni du Landstag. En politique étrangère, le Danemark jouait sur les 2 tableaux. Si son économie était fortement tributaire de ses exportations vers le Royaume-Uni, le Royaume était également tenu d'entretenir de bonnes relations de bon voisinage avec l'Empire allemand, dont l'importance politique et stratégique ne faisait que croître. Vous voyez dans quel dilemme se trouve le Danemark, soit il sacrifie ses intérêts économiques, soit il prend un risque de sacrifier son territoire. Ces relations étaient rendues délicates par la présence d'une population danoise dans le Slesvig du Nord. En 1907, le traité d'Idé Optenten fixe de façon définitive le tracé de la frontière entre l'Allemagne et le Danemark, datant de la guerre des duchés de 1864. Sur la scène internationale, les différents gouvernements danois adoptent une attitude circonspecte. Personne ne conteste la nécessité de poursuivre la politique de neutralité, tout le monde sachant aussi que le Danemark se devait de tenir compte des intérêts de son puissant voisin allemand. C'est dans ce contexte que fut signé en avril 1908 avec l'Empire allemand, l'Empire de Russie, le Royaume de Suède, la Convention de la mer Baltique et de la mer du Nord, qui proclame le statu quo dans ces 2 mers. Si le consensus régnait en politique étrangère, les partis politiques du Danemark étaient profondément opposés sur la question militaire. La droite
exigent notamment le développement d'une défense forte, tandis que sociaux-libéraux et sociaux-démocrates revendiquaient un désarmement partiel ou total. En 1909, la droite et les libéraux s'entendent finalement sur le développement des forces armées et la défense maritime de Copenhague. La fin du 19e siècle et les années folles furent une période d'intense activité culturelle et scientifique au Danemark comme on l'a vu précédemment. Johannes Willem Jensen devint le père fondateur de la littérature danoise moderne. Son chef-d'œuvre, série de 6 romans intitulée Le Long Voyage, traite de l'évolution de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à la découverte de l'Amérique. Dans la trilogie des histoires de Himmerland, il se fait le chantre du Jylland, son pays natal. Sous l'influence de Jensen, se forme même une école littéraire dite de Jylland, à laquelle se joignent un groupe d'auteurs d'avant-garde. L'architecture voit aussi développer le romantisme national danois, dont le principal représentant fut Peder Wilhelm Jenklint. Peintre et architecte, il travaille beaucoup sur la qualité des constructions en briques du Moyen-Âge, qu'il cherche à intégrer à ses propres créations. Mais c'est surtout le cinéma danois qui se fait connaître à travers le monde à cette époque. En 1906, la fondation par Ole Olsen de la Nordic Film Company dote le 7e art national d'une puissante société de production qui, possédant l'un des plus grands et les plus productifs studios du monde, conquit bientôt les marchés étrangers. Les chiffres témoignent bien de l'essor de ce nouveau divertissement. La production, qui de 1907 à 1910 se limitait encore à 343 films, atteint un sommet entre 1911 et 1919 avec plus de 1000 œuvres. Le succès du cinéma danois ne repose pourtant pas uniquement sur la qualité de ses films. Il devait aussi beaucoup au milieu opulent des comédies dramatiques mondaines et des tragédies érotiques, dans lesquelles excellait la légendaire Asta Nielsen, qui invente le personnage de la vamp et devient le premier bien exportation de Danemark. La Nielsen fait affluer le public en masse dans les salles obscures du monde entier, et un critique allemand écrit « C'est au 7e art danois que nous devons l'apparition du type de la femme fatale et du baiser au cinéma. » L'époque fut aussi propice aux réformes économiques, et le quart du siècle entre 1890 et la Première Guerre mondiale fut la plus forte période de développement de l'histoire du Danemark. Le nombre de personnes employées dans les domaines de l'industrie, du commerce et des transports augmente considérablement. Comme partout ailleurs en Europe, les syndicats se renforcent. 51% des ouvriers danois étaient affiliés à une organisation syndicale. L'industrie danoise était la première au monde dans plusieurs domaines spécialisés, comme le développement de moteurs diesel pour la marine. Mais bien qu'elle eût connu une progression fulgurante à partir des années 1890, l'économie nationale reste fortement tributaire du secteur primaire. Les agriculteurs profitent particulièrement de la reconversion dans l'élevage. En 1912, année de la mort du roi Frédéric VIII, les produits de l'élevage, le beurre et le jambon, principaux biens d'exportation vers le marché britannique, représentent environ 90% des exportations danoises. Comme on l'a vu, Frédéric VIII est monté tard sur le trône en 1906, à l'âge de 62 ans, suite à la mort de son père Christian IX, décédé à 87 ans. Mais en mai 1912, le roi Frédéric VIII, la reine Louise et 3 de leurs 6 enfants venaient de passer un séjour à Nice sur la Côte d'Azur quand le roi de Danemark meurt subitement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.